voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité du jour, c'est le professeur Isabelle Bosse-Platière. Bonjour à vous. Bonjour. C'est la première fois que nous avons une invitée de droit, donc nous allons découvrir avec elle un univers en tant que tel, je crois, qui mérite d'être un peu expliqué à nos auditrices et à nos éditeurs, et à nos jeunes auditrices et auditeurs, parce qu'il y a évidemment derrière des formations et des métiers. Alors, démarrer, c'est toujours un peu difficile, mais on a une règle qui consiste à dire d'où vous venez quelque part. Hein. D'où vous venez, alors vous n'êtes pas d'origine bretonne. Non. Vous venez de l'Est, c'est ça ? Du Sud-Est, je viens de la région lyonnaise. Mes parents habitent dans le Beaujolais, donc au nord de Lyon. C'est un endroit qui nous parle, à nous qui avons reçu une invitée récemment qui nous a parlé des vins en Bretagne. Bourgogne, voilà, qui venait de Bourgogne, je crois. Alors, elle ne parlait pas des vins de Bourgogne. Hein. C'était de la nouvelle compétition à venir entre la Bretagne et les grandes régions viticoles de France. Alors, la Bourgogne, ça veut dire un petit village, ça veut dire une grande ville, au tout début Alors, non, au tout début, c'est un petit village, un petit village qui s'appelle Lucenay, qui est un petit village dans le Rhône, donc c'est pas tout à fait en Bourgogne, c'est plus au sud. Lucenay, un petit village de 1000 habitants, donc petit village viticole dans le Rhône. Des parents ou une famille qui était viticulteur ? Oui, un père viticulteur, de famille, de tradition viticole. Mon frère aussi est viticulteur. Décidément, c'est un hasard. Et une mère professeure de maths, donc une mère enseignante. Et alors, donc, études collège, lycée. Collège, en lycée. En internat, le lycée, alors, si c'était un petit village ou... Non, parce que ce petit village est à 15 km de Villefranche-sur-Saône, qui est une ville de 35-40 000 habitants à peu près, donc qui est déjà une ville un peu plus grande. Et ce village est à 35 km, 40 km de Lyon. Donc c'est quand même c'est pas un village perdu, quoi. C'est un village qui est quand même bien urbanisé ou dans une région assez urbanisée. Mais alors, donc collège, lycée, scolarité normale. Et alors, à quel moment donc le droit est apparu comme un horizon pour vous ? Assez tard dans mes études. Vous avez fait autre chose avant que le droit ? Oui, en fait, d'abord j'ai commencé par des études de lettres. Enfin, j'ai été en classe préparatoire, ce qu'on appelait le Hippocagne. Ce qu'on appelle, je crois, toujours Hippocagne. Donc j'ai commencé par des études de lettres, et puis ensuite j'ai fait Sciences Po à Lyon. Donc j'ai plutôt une formation généraliste avec un prisme juridique, puisqu'en fait quand on fait Sciences Po, on peut choisir différentes spécialisations, différentes filières. Et moi j'avais choisi une spécialisation service public, donc plutôt axé droit public. Donc j'ai fait beaucoup de droit public à Sciences Po. Et puis ensuite je suis partie faire ma maîtrise donc ça c'était 3 années après le bac. Et puis je suis partie faire ma maîtrise en Allemagne comme étudiante Erasmus. Donc je pense que je suis professeure de droit européen et de droit public, mais spécialisée en droit européen. Et donc je pense que l'Europe est arrivée avant le droit en fait dans mon parcours. L'intérêt pour l'Europe est arrivé avant mon envie avant, même si je faisais déjà du droit dans mes études, mais j'avais pas forcément envie d'être juriste. Et puis quand je suis partie en Erasmus, donc j'ai découvert l'Europe concrète, celle des étudiants Erasmus. C'était où le séjour Mon séjour Erasmus était en Allemagne, qui était en Allemagne, anciennement Allemagne de l'Est, à Leipzig, donc en Saxe. Ce qui était intéressant parce que c'était pas très longtemps, même si c'était quand même après, mais pas très très longtemps après la chute du mur et la réunification allemande, c'était 4 ans après. Et du coup, les stigmates en fait de l'Allemagne communiste étaient encore très présents. Très présents. Et du coup, c'était une expérience vraiment intéressante. Parce que c'était là qu'il y avait des possibilités quand j'étais étudiante à Lyon. À Lyon, il y avait comme possibilité, il y avait Nuremberg, il y avait Münster, je crois, il y avait Leipzig. Enfin voilà, il y avait plusieurs possibilités. Et moi, j'avais été attirée par Leipzig. Donc vous parliez allemand ?
Je parlais allemand dans mes études, oui, comme c'était ma première langue comme élève et comme étudiante. Et puis après, évidemment, je me suis perfectionnée. Ce séjour de Erasmus, c'était 1 an ? C'était 1 an, comme tous les séjours. Enfin, à l'époque, c'était forcément 1 an. Aujourd'hui, il y a des séjours d'Erasmus de 6 mois, d'un semestre. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus souple. C'était presque les débuts du programme Erasmus, donc. Les choses étaient étaient beaucoup moins cadrées qu'elles le sont aujourd'hui pour les étudiants Erasmus qui partent. Mais c'est quand même un beau souvenir. Ah, c'est un merveilleux souvenir. C'est une ouverture sur le monde, c'est la découverte d'autres cultures, c'est la découverte d'une langue. Et du coup, pour répondre à votre question, quand je suis rentrée, je voulais continuer sur l'Europe. Et j'ai postulé dans différents DEA. À l'époque, ça s'appelait des DEA, des diplômes d'études approfondies, qui correspondent au Master 2 aujourd'hui. Donc j'ai candidaté à différents diplômes et j'ai été prise dans le DEA de droit communautaire, qui est un DEA très très connu en France. Qui était à Lyon ? Qui était à Rennes. Et donc je suis venue à Rennes. Je suis venue à Rennes faire mon master mon master 2. Aujourd'hui, on dirait mon DEA de droit communautaire à Rennes à l'époque. Mais vous n'êtes pas resté à Rennes après ? Alors, pas tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai envisagé de démarrer une thèse à l'issue de ce Master 2, de ce DEA. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de retourner en Allemagne pour travailler comme assistante parlementaire au Bundestag, à l'Assemblée parlementaire allemande. Donc du coup, j'ai fait ça pendant 1 an. Alors c'est un programme d'échange d'assistants parlementaires stagiaires entre l'Assemblée parlementaire française, l'Assemblée nationale française, et le Bundestag allemand. Mais on connaît pas c'est un système en fait qui existe encore. Oui, ça existe toujours, bien sûr. En fait, je crois que c'est prévu. Je crois que ça existe. Donnez-nous les clés pour je crois que ça existe. Je crois que c'est prévu dans le traité de l'Élysée. Vous savez, ce traité qui formalise l'amitié franco-allemande, qui avait été conclu il y a fort longtemps par Konrad Adenauer et Général de Gaulle. Et dans la mise en œuvre du traité de l'Élysée, il y a ça qui est prévu, je crois. Je suis pas sûre de moi, mais je crois que c'est prévu. Et donc c'est un outil de l'amitié franco-allemande. Comment on fait pour il y a un appel en fait. Il y a un appel à candidature. Tous les ans. Oui, tous les ans, je crois. Il y a un appel à candidature et le principe c'est que les assemblées, l'Assemblée nationale et le Bundestag font des. Alors, je crois que c'est ouvert aux assistants parlementaires des institutions concernées. Quand vous êtes assistant parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Bundestag. Et puis souvent il reste un peu des places, ou s'il reste des places, ils ouvrent aussi de manière plus large aux étudiants, à ceux qui veulent. Et donc j'ai pas souvenir vraiment qu'il y avait des conditions, je me souviens plus bien, si ce n'est qu'il fallait parler allemand. Et donc je me souviens avoir eu un entretien d'embauche à l'Assemblée nationale et où on a testé ma motivation et mon niveau d'allemand et puis voilà. Et ensuite on part. Alors moi à l'époque c'était à Bonn, puisque Bonn était encore la capitale de l'Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui je pense qu'ils vont à Berlin. Et arrivé là-bas, il y avait on avait 1 ou 2 mois, je sais plus, peut-être 2 mois de cours à l'université pour s'assurer un peu du niveau d'allemand et puis il y avait quelques semaines de cours à l'université, je sais plus exactement combien. Et puis ensuite on était affecté auprès d'un député, auprès d'un parlementaire allemand, député. Alors on avait le choix, soit à choisir le bord politique, si on était politiquement engagé, si on souhaitait être d'un bord politique, ou alors on pouvait choisir la commission parlementaire à laquelle le député appartenait. Donc moi j'avais choisi un député qui appartenait soit à la commission juridique, ce qu'on appellerait en France la commission des lois, et à la commission des affaires européennes, Europaausschuss. Et donc voilà, j'ai travaillé pendant plusieurs mois pour un député qui à l'époque était un jeune député allemand, mais qui depuis a fait une très belle carrière, qui s'appelle Peter Altmaier. Et alors il n'est pas très connu en France, même s'il est parfaitement bilingue français, mais il est sarrois. Il n'est pas très connu en France, mais en Allemagne, il est très connu. Il a été ministre des Finances en Allemagne de Angela Merkel. D'accord. Et il a été, c'est un homme politique qui est devenu un homme politique important en Allemagne. Ouais. C'est une belle histoire, ça. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Donc là, on est parti sur un chemin qui était complètement. Et puis à l'issue de ce, pour continuer l'histoire, à l'issue de ce stage, puisqu'en fait c'était un stage en réalité, mais rémunéré. Cette première expérience, en tout cas, cette expérience en Allemagne, la question s'est posée de savoir soit de continuer à vivre en Allemagne et de éventuellement chercher un travail, éventuellement même au Bundestag, ça n'aurait pas été complètement impossible,
ou alors de rentrer pour véritablement mener à terme le projet qui avait commencé un peu à germer, qui était le projet de faire un doctorat, faire une thèse en droit de l'Union européenne. Et j'ai choisi la voie de la recherche. J'ai choisi de rentrer pour faire une thèse. On va y revenir sur cette recherche, mais vous avez gardé des liens avec ce parlementaire allemand qui... Non, pas du tout. Non. Alors, c'est vieux déjà, mais il était jeune sans doute à l'époque, non? À l'époque, oui, je sais pas quel âge il avait. Moi, il me paraissait pas si jeune, mais je pense qu'à l'époque, il devait avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Oui, il était jeune parlementaire, 35, peut-être 40, mais guère plus. Et il faisait partie en fait de cette jeune garde, parce que c'était la dernière année où Helmut Kohl était au pouvoir. C'était juste le 98, enfin vraiment l'année où Gerhard Schröder est devenu chancelier allemand, et l'année des élections d'ailleurs. Et il faisait partie d'une jeune garde qu'on appelait les jeunes sauvages, les Junge Wilden. Ah bon? Les jeunes sauvages, que la presse appelait comme ça. Ils étaient plusieurs, Karl Lammers aussi. Enfin, ils étaient plusieurs députés allemands à vouloir un peu pas renverser la table, mais à vouloir un petit peu que ça change au niveau du parti, puisqu'il était de CDU. Du parti conservateur allemand, quoi. On est bien ensemble sur le 95.9 FM et en DAB+, Radio Laser. On parlait de recherche, donc on va quand même revenir à cet aspect-là. Vous faites partie aujourd'hui d'un... Alors oui, non, la trajectoire après, elle n'est pas tout à fait finie encore, parce que après la thèse, donc, il va y avoir un départ vers l'Est. C'est toujours la tentation, l'Est, finalement. Hein. C'est vrai, j'aime bien l'Est de la France. En fait, une fois que j'ai terminé ma thèse, j'ai passé les concours pour rentrer à l'université, pour être enseignant-chercheur. Et du coup, les concours classiques, c'est d'abord la maîtrise de conférence. Donc j'ai passé ce concours et je l'ai eu en 2007. Et j'ai été nommée, du coup, j'ai obtenu mon premier poste de maître de conférence en droit public, était à l'université de Nancy. Nancy 2 à l'époque, qui aujourd'hui est l'université de Lorraine. Donc je suis repartie vers l'Est pour avoir cette expérience-là. Vous êtes partie vers le Nord. Voilà. Et puis après, en droit, on a la particularité d'avoir quelque chose qui n'existe pas dans les autres disciplines, qui existe simplement en droit, économie-gestion, sciences politiques, économie-gestion, qui est l'agrégation du supérieur. Donc une agrégation qu'on passe quand on est docteur et qui permet d'accéder de manière plus rapide que dans les autres disciplines au corps des professeurs des universités. Et donc j'ai passé l'agrégation de droit public et que j'ai préparée pendant que j'étais à Nancy et que j'ai obtenu et en 2008. Et du coup après j'ai mon premier poste, j'ai été nommée dans une toute petite université du nord de la France. Qui s'appelle l'université avec un beau nom quand même, c'est la Côte d'Opale. Voilà, l'université s'appelle l'ULCO. Voilà, ça fait un peu américain, mais c'est pas du tout. C'est l'université du littoral Côte d'Opale, et elle s'appelle comme ça parce qu'en fait c'est une petite université qui est sur plusieurs sites. C'est Boulogne-sur-Mer, Dunkerque pour le droit et Calais, Saint-Omer. Donc elle est sur 4 sites dans le nord de la France. Donc j'y suis restée 2 ans en poste. Et puis l'appel de la Bretagne a été plus fort de nouveau et du coup je suis retournée en Bretagne. J'ai muté sur un poste en 2010. Oui, cette Bretagne, il y avait une raison particulière. Non. Il n'y avait pas de raison familiale. Il n'y avait pas de raison familiale. Il y avait des raisons personnelles qui se sont créées au fil du temps, mais il n'y avait pas de raison familiale. Il y avait une raison scientifique par contre, clairement. Parce que après l'université du littoral Côte d'Opale, j'aurais pu aller ailleurs. Enfin, il pouvait y avoir d'autres opportunités, mais c'est vrai que et peut-être qu'on peut du coup parler de ça, c'est-à-dire faire le lien, c'est-à-dire que Rennes est un centre quand on fait du droit européen, quand on travaille sur l'Europe de manière générale. Rennes, même si c'est un peu loin du centre névralgique de l'Europe qu'est Bruxelles, Rennes est un centre très important. C'est-à-dire que historiquement, l'université de Rennes fait partie des grands pôles de recherche en droit européen, de recherche sur l'Europe en France et même en Europe. Et donc il y avait aussi il y a une équipe importante, ancienne, parmi les plus anciennes équipes de recherche en droit européen, et notamment parce qu'elle a été créée, et je suis contente de citer son nom parce que c'est vraiment le père fondateur des études européennes à Rennes, qui s'appelait le professeur Jean Rau. Et c'est lui qui a créé le droit européen, qui a créé le centre de recherche.
Aujourd'hui, la bibliothèque de droit européen porte son nom, la bibliothèque Jean Rau. Et je lui dois beaucoup, on lui doit beaucoup, les européanistes d'aujourd'hui. Et parce que c'était pas seulement un grand professeur, c'était quelqu'un qui avait une vision vraiment de ce que devait être l'Europe, une vision, une méthode aussi d'étude de l'Europe comme objet d'étude. Et donc, enfin voilà, donc c'est aussi ça la raison principale, elle est là aussi, au-delà des aspects personnels. D'un point de vue de la recherche, je pouvais difficilement trouver mieux ailleurs ou dans mon domaine de spécialité en plus, parce que je suis spécialisée je suis professeur de droit européen, droit public, spécialisée en droit européen, mais dans le droit européen, il y a beaucoup de disciplines différentes, beaucoup de spécialisations. Et moi, je suis plutôt spécialisée sur les aspects institutionnels de l'Union européenne et puis sur les aspects de ce qu'on appelle les relations extérieures de l'Union européenne. On va y revenir. Donc, voilà, le Rennes est un centre névralgique pour ça. Alors, puisqu'on parle de la place de Rennes, le laboratoire de rattachement s'appelle IODE. Alors, IODE. Ouais. Évidemment, ça souffle, ça sent la mer. Hein, c'est un peu fait exprès pour tout vous dire. Mais IODE a peut-être un sens concret. Oui, ça veut dire, l'acronyme veut dire IODE, veut dire Institut de l'Ouest, Droit et Europe. D'accord, donc on est vraiment au cœur des choses là. Oui, même s'il y a pas on fait pas que du droit européen à IODE, mais c'est un laboratoire beaucoup plus important. C'est un gros laboratoire qui est CNRS. Alors c'est ce qu'on appelle une unité mixte. Voilà, c'est une unité mixte, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tutelles, et notamment il y a 2 tutelles, l'université de Rennes et le CNRS. Ouais. C'est ce qu'on appelle une UMR. Donc ça représente quoi comme personnel au total ? Alors, si je compte au plus large, c'est-à-dire si j'inclus les doctorants et les personnels associés, enfin les membres associés du laboratoire, voilà, au plus large, c'est à peu près 180 personnes. Il est basé uniquement à Rennes ? Oui. Ou il a des Non, il est monocyte, aussi, il est uniquement à Rennes. Et il a la particulière... Après, si je prends que les titulaires, les chercheurs titulaires, c'est à peu près 75 chercheurs titulaires. D'accord, mais c'est un gros laboratoire. C'est un gros labo, c'est même, je pense, le plus gros laboratoire spécialisé en droit dans tout l'ouest de la France. Oui. Peut-être qu'à Bordeaux, mais je pense qu'après, il faut descendre à Bordeaux, quoi, sur l'ouest de la France. Parce qu'il y a une autre grosse UMR à Nantes qui s'appelle Droit Changement Social, DCS, mais ils n'ont pas que des juristes. Ils sont plus gros que nous, je pense, mais ils n'ont pas que des juristes. Et alors que voilà, l'IODE est la principale unité de recherche en droit dans l'ouest de la France. Et il n'y a pas que des spécialistes de droit européen à l'IODE. Il y a une équipe en droit environnemental, en droit de l'environnement, qui est importante, qui est très reconnue. Il y a une équipe en droit... Il y a 2 équipes en droit privé. Alors, une équipe en droit privé qui travaille plutôt sur les personnes vulnérables, droit de la protection sociale, ce qu'on appelle les majeurs protégés. Enfin, voilà. Et puis, il y a une équipe qui travaille plutôt sur les enjeux de responsabilité, de sécurité. Et puis, il y a une équipe aussi d'européanistes, de spécialistes droit européen. Et puis, enfin, il y a une équipe aussi, il y a 5 équipes de recherche au sein de l'IODE. Il y a une équipe de spécialistes d'histoire du droit. D'accord. Alors, on va peut-être en profiter maintenant pour essayer de comprendre ce que ça recouvre, justement, le droit, parce que là, on vient d'avoir quelques mots-clés déjà, ouais. Mais ça reste un monde extraordinairement complexe pour des gens comme moi qui n'y connaissaient rien. Donc, alors, je redis simplement que nous sommes sur Radio Laser, une émission donc qui est menée en partenariat avec la plateforme culturelle Unidivers, et que nous recevons aujourd'hui Isabelle Bosse-Platière qui nous parle de droit. Alors on va justement essayer de clarifier un petit peu tout ça. C'est complexe, donc on peut peut-être... alors je sais pas comment il faut le prendre, comment on peut simplifier les choses. Pour des gens ignorants comme moi, il y a le droit des affaires, il y a le droit pénal qu'on vient d'évoquer, et il y a peut-être le droit international, il y a mais visiblement il y a beaucoup plus de choses que ça. Alors comment on peut avoir une image un peu structurée de ce que recouvre le droit? Peut-être qu'on peut partir des grandes catégories, peut-être au plus large, et puis en tout cas celles qui se dessinent qui se dessine en France, enfin dans l'espace juridique français. Les 2 grandes catégories, celles qui parlent peut-être le plus, c'est la distinction qu'on opère entre le droit public et le droit privé.
Étant entendu que cette distinction, en fait, elle est importante parce qu'en fait, dans l'ordre juridique français, en fait, cette distinction, en fait, elle a permis ensuite de distinguer en fait deux ordres juridictionnels, puisqu'en fait de cette distinction va dépendre en fait le juge qui sera compétent en principe pour trancher une affaire ou pour déterminer une affaire selon que votre affaire relève du droit public. Du coup, elle sera jugée par le juge administratif et au final le Conseil d'État. Et si elle relève si elle relève du droit privé, elle sera tranchée, une affaire juridique sera tranchée par le juge judiciaire. Et donc au final, au plus haut, la hiérarchie juridictionnelle par la Cour de cassation. Donc cette distinction, elle n'est pas que théorique, c'est ça que je veux dire. Elle a une incidence pratique. Après, il faut dire aussi que cette distinction, elle est un peu brouillée parfois. C'est-à-dire qu'il y a des champs juridiques, et notamment le droit européen est un bon exemple de ça, qui en fait s'intéresse aussi bien, relève parfois pour certains de ses aspects au droit public et pour certains de ses aspects au droit privé. Alors, c'est quoi cette distinction ? En fait, le droit privé, c'est le droit qui régit les relations entre les personnes privées. Donc, vous et moi, une entreprise, vous et votre employeur, deux entreprises entre elles, enfin voilà, toutes les personnes, qu'elles soient morales ou qu'elles soient physiques, qui sont de droit privé, qui relèvent du droit privé. Et donc, en principe, le droit privé, c'est l'ensemble des règles qui régissent les relations que vous avez avec votre enfant, avec vos parents, avec votre épouse quand dans le cadre du mariage, voilà, tout ça c'est les relations de droit privé et donc ces relations de droit privé sont régies par le droit privé. Et alors dans ce droit privé, vous avez ce que j'ai déjà évoqué, le droit des entreprises, c'est le droit des affaires plutôt. Le droit du mariage, c'est plutôt le droit civil. Et puis dans le droit civil, le droit de la famille, qu'est-ce que j'ai évoqué comme exemple ? Votre employeur, les rapports avec votre employeur, c'est plutôt du droit social ou du droit du travail. Et donc là, du coup, c'est plutôt du droit. Enfin, c'est aussi du droit privé. Donc ça, c'est le droit privé, c'est l'ensemble des règles de droit privé. Éventuellement, ça peut être si vous vous faites agresser dans la rue par quelqu'un, le droit pénal, si l'agression relève du droit pénal. Donc voilà. Et puis le droit public, c'est le droit des personnes publiques. Et le droit, donc c'est les personnes publiques, c'est l'État, c'est les collectivités publiques, c'est potentiellement les entreprises publiques ou en tout cas les entités publiques, c'est les organisations internationales. Dont l'Europe, par exemple, l'Union européenne est une organisation internationale. Et puis c'est les relations entre elles. Le droit constitutionnel, par exemple, c'est du droit public plutôt. Le droit administratif, c'est du droit public. Le droit fiscal, alors ça peut être du droit public ou du droit privé. Très complexe. Et puis c'est le droit des relations des personnes publiques avec les personnes privées. Alors c'est là où parfois il peut y avoir un peu de brouillage. Mais par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Quand vous avez affaire à l'administration, que vous voulez porter réclamation auprès du service des impôts, par exemple, le rapport que vous nouez avec l'administration à ce moment-là est un rapport de droit public, qui est régi par des règles de droit public. Si vous voulez contester une amende qui vous est infligée, ou si vous recevez une décision administrative qui vous octroie une aide, par exemple, je sais pas moi, dans le cadre d'une prestation sociale, ça peut être régi par du droit public. Donc c'est les rapports de l'État avec les administrés sont des rapports et ça c'est le grand droit qui régit ça, c'est le droit administratif qui est la matière la plus importante du droit public. Et le droit européen est un peu, ça dépend de quoi comme le droit européen connaît pas très bien cette distinction, puisque cette distinction, elle est très franco-française. Elle n'existe pas forcément dans tous les États du monde, ou en tout cas tous les États européens. Et comment a fait l'Europe ? Alors, ils ont défini une autre manière de décomposer l'espace du droit ? En fait, l'Europe, elle fonctionne sur la base des compétences qui lui sont données par les États. Donc en fait, l'Union européenne, elle existe parce que les États ont décidé, à un moment donné de l'histoire, ils ont décidé que certaines questions devaient être gérées en commun. Que ça n'avait plus de sens, c'était plus dans leur intérêt individuel de conserver ou de gérer tout seul certains sujets, mais que certains sujets étaient d'intérêt commun et devaient être régis en commun. Et finalement, peu importe que ces sujets soient des relèves du droit public ou du droit privé, ça n'a pas d'importance. Et donc l'Union européenne, elle est habilitée à régir dans les domaines pour lesquels les États lui ont donné des compétences pour le faire.
elle s'arroge aucune compétence qu'on lui a pas donnée, l'Union européenne. Elle ne fait que ce que les États lui ont demandé de faire. Et donc, du coup, après, finalement, peu importe, il n'y a pas tellement besoin de catégoriser, de savoir si c'est du droit public ou du droit privé. C'est-à-dire qu'elle adopte des règles, et ensuite, ces règles vont s'appliquer aux États, ou vont s'appliquer aux entreprises, ou vont s'appliquer à vous et moi. Ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir de quel ordre juridique ça relève. C'est pour ça que vous avez des règles européennes qui sont des règles de droit public, vous avez des règles européennes qui sont des règles de droit privé. Ça n'a Mais pas la beaucoup d'importance. distinction n'est pas faite en tant que telle. Non, en droit européen, on fait pas tellement cette distinction. Non. Elle n'est pas tellement pertinente. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. On apprend ça en rentrant en faculté de droit, je suppose. En général, c'est une des premières choses qu'on apprend dans le cours d'introduction au droit, oui. Le premier cycle jusqu'à la licence, on apprend de manière générale les choses et on se spécialise après vers l'une des branches qui ont été évoquées là. Oui, en règle générale, en tout cas c'est comme ça à la faculté de droit de Rennes, on reste assez attaché à l'idée que la licence reste généraliste. Même si les étudiants ont des choix d'options, donc par les choix d'options, ils peuvent pas tout faire, donc par les choix d'options de matière, ils se spécialisent un petit peu, notamment dans le choix des travaux dirigés, ils peuvent déjà anticiper un peu les choix qu'ils feront au niveau du master. Mais c'est vrai qu'en licence, les étudiants choisissent plutôt, ont en tout cas un cursus plutôt généraliste, où ils font avec un approfondissement année après année, mais ils font les grandes matières du droit public, du droit privé. Les matières fondamentales de première année, c'est pour le droit public, droit constitutionnel, et pour le droit privé, droit civil, droit des biens, droit des personnes. Et la spécialisation se fait après, donc en master ? Et la spécialisation, vraiment spécialisation, se fait au niveau du master. En général, les étudiants ont un choix de... Je sais pas combien il y a de masters à la fac de droit, mais je dirais peut-être au moins une dizaine, entre 10 et 15, j'ai pas le chiffre exactement, mais au moins ça, et une dizaine, oui. Et qui ensuite peuvent eux-mêmes se découper en parcours au niveau du master 2. Donc voilà, la spécialisation se fait en master. Alors on peut faire un master de droit social, un master de droit de la famille, un master de droit européen, un master de droit public, un master de droit de la santé. Il y a pas mal de droit de la santé, un master droit de l'environnement. On a un master droit de l'environnement qui va ouvrir à la rentrée prochaine, un nouveau master. Donc, oui, on peut comprendre qu'il y ait des créations de ce type, justement. Oui, ce qui est une des particularités du droit, peut-être plus que d'autres disciplines, c'est que c'est c'est un champ qui est en prise avec l'actualité et qui bouge beaucoup et qui évolue beaucoup. C'est pour ça aussi que la recherche en droit est pas figée du tout, parce qu'en fait, elle est en prise permanente avec une actualité. Avec l'actualité. Et c'est vrai que du coup, on est obligé de faire évoluer l'offre de formation. On a créé il y a quelques années un master en droit du numérique, par exemple. Il y a 50 ans, un master en droit du numérique. Oui, ça va être un des points que je voulais évoquer avec vous. Et puis, on est en train de créer un master en droit de l'environnement. Avant la création de l'Union européenne, il n'y avait pas de master en droit de l'Union européenne. Enfin, voilà, c'est Alors, on rentre en fac de droit. Dans quelles conditions ? Alors, ça se fait avec des candidatures ou il y a une sélection ? Je crois que c'est Parcoursup qui fait rentrer tous les lycéens connaissent ça, je crois. C'est Parcoursup qui permet de rentrer. C'est le bac déjà qui permet de rentrer en faculté de droit. Il faut être titulaire du bac pour rentrer en première année, sauf à faire ce qu'on appelle la capacité. Mais sinon, on rentre en première année avec le bac. Et puis à condition d'avoir été accepté sur Parcoursup. Voilà. Après, c'est pas forcément très très difficile de rentrer en faculté de droit. C'est en tout cas dans le parcours général, il peut y avoir des parcours plus sélectifs, mais si on dans le parcours général, en principe, c'est pas très très. Faut pas décourager les étudiants ou les lycéens. C'est-à-dire que c'est pas très difficile de rentrer en faculté de droit. C'est plus difficile de réussir sa première année que de rentrer en fac de droit, je pense. Mais les premières années, toujours à l'université, sont toujours un peu difficiles. Je pense qu'il y a un changement important aussi dans. Oui, et puis pour les lycéens, c'est un peu un choc parce que ça peut être un peu un choc parce que. Là, on est dans des amphithéâtres de combien là ? À Rennes, on a 1200 étudiants en première année. Il y a 5000 étudiants à l'échelle de la faculté et à peu près 1200 en première année. À la louche, j'ai des chiffres qui sont un peu macro. Et donc les amphis, c'est des amphis de 350 à peu près.
Et 350, 400 maxi. Ce sont quand même de gros amphis déjà. Donc c'est des gros amphis déjà. Donc c'est vrai que pour les lycéens déjà c'est un peu un choc ça, parce que il faut apprendre les étudiants apprennent vite l'autonomie. Donc il faut être autonome quand on est en faculté de droit. Il faut apprendre, il faut aimer travailler. Alors on est accompagné. Il y a aussi des cours en petits groupes, hein, ce qu'on appelle les travaux dirigés, qui sont mais même un petit groupe de travaux dirigés, c'est quand même entre 35 et 40 étudiants. Donc c'est quand même déjà un gros groupe. Donc il faut aimer le travail, il faut aimer la régularité dans le travail. On peut pas il y a toujours des contre-exemples, hein, mais bon, il faut aimer le travail, il faut aimer la régularité dans le travail, il faut aimer lire, faut aimer réfléchir un peu. Oui, parce qu'il y a beaucoup de règles, de textes à quand même apprendre. Oui, mais en fait, les étudiants de première année ont toujours l'impression qu'il faut apprendre par cœur et qu'en fait, si on n'apprend pas par cœur, on réussira pas. C'est pas forcément vrai. Bien sûr qu'il faut apprendre parce que le droit, c'est une langue. Apprendre et comprendre. Et voilà, le droit, c'est une langue. Donc, c'est vrai qu'il y a un vocabulaire, il y a une manière de parler, c'est une langue. Donc, quand il faut apprendre une langue, il faut apprendre par cœur. À un moment donné, il y a pas tellement d'autres options on sait ou on sait pas, quoi. C'est comme quand on parle une langue étrangère. Donc, il y a tout ça qui est un peu, pour les étudiants, qui relève un petit peu du par cœur. Mais après, ce qui est important, en fait, c'est aussi de comprendre et de comprendre les mécanismes, de comprendre les outils, de comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est pour ça qu'en première année, il y a pas mal de cours d'histoire du droit aussi. Les étudiants, ils ont un peu tendance à nous dire, mais à quoi ça sert d'apprendre comment était le droit romain, etc. Mais parce que ça permet de comprendre le droit romain, permet de comprendre le droit aujourd'hui, l'évolution, d'où ça vient, d'où viennent les notions, pourquoi elles se sont construites comme ça. Et on retient quand même mieux ce qu'on a bien compris. Ce qu'on a appris bêtement sans comprendre, on sait le redire le jour de l'examen si on l'a appris la veille, mais c'est pas ancré si on l'a pas vraiment compris. Et donc pour les étudiants, je pense que c'est important de se dire que ce qui est important, c'est de comprendre. Vous êtes toujours aussi passionné quand vous faites vos cours ? Oui, plus même, je pense, j'espère. Pardon. Écoutez, je crois que ça a permis de clarifier. On va y revenir peut-être à la fin de l'émission, mais là, je pense qu'on peut aborder les aspects recherche. En quoi consiste la recherche quand on est en faculté de droit, ce qui est un monde sans doute aussi à découvrir. Alors, vous êtes donc orienté vers l'Europe, vers l'Union européenne, avec un volet institutionnel et aussi contentieux. Alors, institutionnel, on le comprend facilement. Contentieux, ça veut dire quoi ? Tout juriste fait forcément un peu de contentieux, parce que le contentieux, en fait, c'est l'ensemble des règles qui sont applicables devant le juge. Et donc moi, j'enseigne depuis de nombreuses années en Master 1 le cours de contentieux de l'Union européenne. C'est-à-dire, j'explique aux étudiants comment fonctionne la juridiction de l'Union, la Cour de justice de l'Union européenne. Donnez-nous un exemple de contentieux, alors, de ce qu'on pourrait mettre derrière ce mot. Alors, je peux vous donner un exemple. Non, c'est juste pour essayer de donner un exemple qui soit le plus parlant possible. Par exemple, il existe une procédure, pour donner un exemple d'une procédure, en fait, il existe une procédure qui permet au juge national, lorsque, par exemple, vous avez un litige, vous avez un litige avec votre employeur, et puis dans le cadre du litige avec votre employeur, il y a une directive en droit social qui est susceptible de s'appliquer, une directive européenne. Une règle européenne en droit social qui est susceptible de s'appliquer. Et donc, devant le juge national, vous invoquez cette directive et vous dites au juge national, moi, je veux qu'on m'applique la règle européenne parce qu'elle est plus protectrice que la règle nationale qui est contraire à la règle européenne. Et donc le juge national, il est un peu hésitant, il sait pas trop comment interpréter la règle européenne, il a peur de pas trancher comme il faut, et donc du coup il peut ce qu'on appelle surseoir à statuer, c'est-à-dire qu'en fait il arrête de juger au niveau national et puis il transfère la question à la Cour de justice, et donc c'est ce qu'on appelle le renvoi préjudiciel, c'est-à-dire préjudiciel avant de juger, et donc du coup il renvoie à la Cour de justice la question, et la Cour de justice elle reçoit la question, et alors elle répond pas à la question elle répond à la question de l'interprétation de la directive. C'est-à-dire qu'elle va pas trancher votre litige, elle va pas dire au juge national la solution pour monsieur Quatrieux, c'est ça, mais elle va dire la directive doit être interprétée comme ça. Ce qu'on appelle un renvoi préjudiciel en interprétation, il y en a d'autres types. Et donc la Cour de justice va donner la réponse au juge national,
qui sera juge judiciaire en l'espèce, et le juge décidera, tranchera votre litige en faisant application de ce que la Cour de justice lui aura dit. Et donc cette procédure, qu'on appelle le renvoi préjudiciel, relève des règles du contentieux de l'Union européenne. Il y en a plein d'autres, mais je peux vous donner celle-là. Donc on comprend à partir de cet exemple que les choses ne sont pas simples et qu'elles peuvent prendre du temps aussi. Oui, elles prennent du temps. Parce que je suppose que tout le monde est débordé, comme partout aujourd'hui. Oui, un renvoi préjudiciel, sauf s'il y a un renvoi préjudiciel d'urgence. C'est possible de demander une urgence quand il y a une affaire où il y a quelqu'un. En fait. C'est une procédure accélérée. L'urgence, c'est une procédure accélérée quand, par exemple, quand un mineur est en jeu ou quand il y a une personne emprisonnée, où on peut pas le laisser emprisonner de manière infondée pendant trop longtemps. Donc, du coup, dans ce cas-là, il peut y avoir des procédures préjudicielles d'urgence, mais qui durent, là, dans ces cas-là, c'est jugé en quelques semaines, un peu plus, 1 ou 2 mois. Sinon, une procédure préjudicielle, c'est un peu plus d'1 an, en général, oui, c'est entre 1 an et demi. Donc, c'est pour ça que le juge national, quand il le fait, il réfléchit à ce qu'il fait, quand même. Mais il y a d'autres règles du contentieux. Si la France, par exemple, la France a été condamnée, il y a des affaires célèbres, dans lesquelles la France a été condamnée, pour ne pas avoir respecté les règles, par exemple en matière de pêche. Ça, c'est des affaires qui sont connues. Donc il y a une procédure qui s'appelle le recours en manquement, où c'est la Commission européenne qui diligente la procédure et qui peut introduire une procédure contre un État pour demander à la Cour de justice de sanctionner, y compris financièrement. L'État peut être condamné à payer des millions d'euros pour ne pas avoir respecté, par exemple, la taille des filets de pêche, pour vous donner un exemple concret qui concerne la France. Dans voilà. la presse, oui. Voilà. La radio s'écoute aussi en local sur le 95.9 FM et en DAB+. Radio Laser. Pour ceux qui nous rejoignent ou celles qui nous rejoignent maintenant, nous sommes sur Radio Laser, bien entendu, une émission voyage extraordinaire dans le monde des sciences, en partenariat avec la plateforme culturelle Univers, et nous sommes avec Isabelle Bosse-Platière qui nous parle de droit. Alors, on parle de recherche maintenant avec le volet donc droit de l'Union européenne, mais aussi le volet de l'action extérieure de l'Union européenne. Alors là, j'ai regardé dans quelques documents, ça couvre des choses extrêmement diverses. Et en particulier la politique étrangère, et puis les aspects sécurité, les droits de l'homme, etc. Donc c'est aussi ce volet-là est aussi important. Alors par exemple les droits de l'homme. Alors peut-être un mot sur ce que c'est que l'action extérieure de l'Union européenne, parce que le terme est pas forcément clair. En fait, ce qu'on appelle le droit de l'action extérieure de l'Union européenne, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations de l'Union européenne avec le reste du monde. Alors, ça peut être des États tiers ou ça peut être des organisations internationales, mais ce sont des règles européennes. Mais c'est en permanence à l'articulation avec le droit international. C'est-à-dire que c'est le droit de l'action extérieure, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations de l'Union européenne avec le reste du monde. Donc c'est par exemple, je vais vous donner un exemple parce qu'on en a beaucoup entendu parler récemment dans la presse. Lorsque l'Union européenne conclut un accord commercial, comme par exemple le CETA, ou les accords de libre-échange avec le Mercosur, par exemple, ou le Brésil, dont on a entendu parler récemment. Ça, c'est du droit de l'action extérieure de l'Union européenne. C'est-à-dire la manière dont va se former la règle juridique qui va régir les relations avec les relations commerciales avec le Canada, le CETA, c'est du droit de l'action extérieure de l'Union européenne. Donc là, il faut tout créer. C'est-à-dire que il y a un existant, bien entendu, mais à chaque fois qu'il y a un accord comme ça, se pose la question de la création de nouvelles règles, de nouvelles lois, et juridiquement, de définir les textes qui vont... Absolument. C'est-à-dire que quand l'Union européenne veut négocier un nouvel accord avec un État tiers, elle prépare ça. Donc en fait, elle élabore ce qu'on appelle des directives de négociation. L'accord, il va être négocié par la Commission européenne. Donc il y a des directives de négociation qui sont élaborées par les États. La Commission européenne va négocier, donc elle va prendre contact avec le partenaire, elle va discuter de la faisabilité de l'accord, et puis ensemble, ils vont négocier. La Commission sera encadrée par les règles qui auront été fixées dans les directives de négociation. Puis à l'issue des négociations, une fois que les partenaires
par exemple l'Union européenne, le Canada, pour parler de cet accord-là, du CETA, auront été d'accord sur l'équilibre global des concessions auxquelles ils sont arrivés, les concessions réciproques. Du coup, ils vont signer l'accord. Et puis ensuite, chacun va le conclure. L'Union européenne va le conclure. Les États, si c'est un accord mixte, ce qu'on appelle un accord mixte, c'est-à-dire un accord où la partie européenne de l'accord est constituée de l'Union européenne et des États membres, les États devront aussi le ratifier. C'est ce qui pose actuellement problème ce qui risque de poser problème pour le CETA. Ça n'empêche pas que l'accord peut quand même être mis en application provisoire avant sa conclusion définitive. Ce qui est le cas pour le CETA en ce moment. Certaines des dispositions sont mises en application provisoire, mais il n'est pas encore définitivement conclu, puisqu'il manque la ratification des États et de certains États. On comprend bien un accord comme ça sur le plan économique, mais sur le plan juridique, qu'est-ce que ça signifie sur le plan juridique? C'est-à-dire que ce sont des règles du jeu qui sont... tous les avantages économiques qui sont prévus dans des textes. Et tous les avantages économiques sont prévus dans des textes, dans l'accord lui-même. L'accord est un outil, est un instrument juridique. Tout est juridique, tout est droit tout le temps. Vous pouvez dire ça à tous nos économistes. Mais ils le savent, bien sûr, ils le savent les économistes. Que d'abord c'est fixé dans une règle de droit. Après, ça produit des effets économiques et on analyse les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue économique. C'est leur spécialité. Mais tout est d'abord prévu, en tout cas quand on parle de ces accords-là, ces accords commerciaux. Qui sont pas que commerciaux d'ailleurs, tout est prévu dans une règle juridique. À l'origine, il y a toujours une règle juridique qui prévoit. Alors les droits de l'homme, par exemple. Mais les droits de l'homme, c'est pareil, c'est prévu dans une règle juridique aussi. C'est une question aussi qui est importante dans le monde d'aujourd'hui. Ça signifie quoi quand même, du point de vue recherche, par exemple? Puisque vous êtes chercheuse, donc alors peut-être pas sur ce domaine-là précisément, si, aussi, mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre sur ce domaine-là ou un autre, ça peut être les problèmes de sécurité ou les exemples qui peuvent être plus faciles à comprendre, peut-être pour les auditrices. En fait, quand on est chercheur en droit d'une manière générale, et moi peut-être dans mon domaine. L'objectif il est double, c'est-à-dire qu'en fait il est à la fois d'analyser l'existant, c'est-à-dire de porter un regard critique sur ce que font ceux qui produisent la norme. Donc ceux qui produisent la norme, c'est le législateur, c'est le juge. Principalement, c'est les principales sources du droit. Voilà, les décideurs politiques et juridiques qui produisent la norme et du coup le rôle du chercheur, c'est d'abord d'aller chercher ces sources, c'est-à-dire parce qu'elles sont pas toujours d'accès facile. Donc c'est d'aller chercher la source et puis les sources juridiques, les normes, et puis de les analyser, de porter un regard critique, de dire ce qui va et ce qui va pas au regard d'un certain nombre de critères, de valeurs, de principes juridiques qui ont été dégagés, enfin voilà. Et donc ça c'est le premier aspect. Et puis c'est aussi du coup à partir du regard critique qui est porté, c'est d'essayer d'envisager des pistes d'amélioration, c'est-à-dire de faire des propositions, pour mieux faire, pour réussir, pour que ce soit plus efficace ou pour que ce soit après en fonction de l'objectif qui est poursuivi, pour que ce soit plus cohérent quand parfois il y a des incohérences entre des normes ou pour que ce soit plus efficace. Par exemple, vous parlez des droits de l'homme, c'est un enjeu, l'efficacité de la politique ou des actions qui sont conduites. Oui, ça rejoint d'ailleurs peut-être un des thèmes qui a été évoqué avant, c'est-à-dire les droits de l'homme au sens environnemental, dont on parle très récemment en fait. Les droits qui vont porter sur les protections des individus par rapport à problème de pollution, problème de... Non, ça n'existe... Je suis quand même complètement... Non, pas du tout. C'est-à-dire que donc en fait, c'est pas tellement mon domaine. C'est-à-dire que le droit de l'environnement est pas forcément un domaine sur lequel je travaille beaucoup. Non, mais est-ce que ça fait partie des droits de l'homme quelque part Oui, alors le droit de l'environnement fait partie, oui. Enfin, certains droits qui sont liés au droit de l'environnement peuvent faire partie. Le droit à un environnement sain, par exemple, peut faire partie de ce qu'on appelle la troisième génération, la quatrième génération des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits qui sont plutôt des droits de solidarité. Enfin,
historiquement, on a classifié les droits de l'homme en disant il y a une première génération de droits de l'homme qui sont les droits civils et politiques, ceux qui sont nés après 1789, en gros, pour dire les choses rapidement, ceux issus de la Révolution française. Donc ça, c'est les droits civils et politiques. Et puis ensuite, on a eu les droits plutôt économiques et sociaux, qui sont plutôt nés après la Seconde Guerre mondiale. Et puis plus récemment, à la fin du XXe siècle, on a vu émerger des catégories de droits qui sont plutôt des droits qu'on appelle des droits de solidarité, dans lesquels peuvent être rangés les droits qui sont liés aux droits de l'environnement, certaines, notamment le droit à un environnement sain, alors, pour prendre peut-être un exemple pour essayer Après, peut-être pour répondre à votre question sur les droits de l'homme, en fait, l'action internationale de l'Union en matière de droits de l'homme, l'action internationale de l'Union dans beaucoup de domaines, et c'est vrai dans les droits de l'homme, en fait, c'est une action qui vise, en fait, à exporter une forme de modèle. C'est-à-dire que l'Union européenne se vit, à juste titre ou pas à juste titre, ou à tort, on peut discuter de la chose, hein, c'est hautement discutable. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle se construit. Elle se vit. Sur les droits de l'homme, c'est pas complètement faux non plus. Elle, à l'échelle de la planète, elle se vit comme une sorte de modèle, modèle au sens schéma, mais modèle au sens modèle à suivre, qu'elle cherche à exporter au reste du monde. Et donc c'est pour ça que l'Union européenne a toujours, qui est quand même l'endroit au monde, la région, pour pas dire le continent, enfin du monde, l'ouest de l'Europe en tout cas, est quand même la région du monde dans laquelle les droits de l'homme sont de loin les mieux garantis au monde. Et je pense que les Européens n'ont pas forcément toujours conscience, ou en tout cas la conscience se perd un petit peu, mais parce que on oublie aussi, mais on vit on vit dans une zone qui est très protégée, même si ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème à l'échelle de l'Europe, mais voilà, on vit dans une zone du monde où on est protégé comme rarement, comme peu ailleurs. Et donc du coup, ce modèle de protection des droits de l'homme, qui n'appartient pas qu'à l'Union européenne aussi, qui appartient au Conseil de l'Europe, mais ce modèle européen de protection des droits de l'homme est un modèle que l'Union européenne a cherché beaucoup à exporter. Donc dans le cas des relations extérieures de l'Union européenne, elle a mis en place, par exemple, des mécanismes juridiques qu'on appelle la conditionnalité. Ça veut dire qu'en gros, elle a dit aux États tiers, vous aurez le droit de faire du commerce avec nous, et donc d'importer chez nous vos marchandises, à condition que vous respectiez un certain nombre de nos critères et de nos standards démocratiques. Évidemment, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours efficace, c'est pas toujours efficient, il y a des critiques à faire, mais c'est c'est la logique de l'action extérieure de l'Union européenne. Et donc, en tant que chercheuse, le travail, c'est justement d'analyser ça, les dispositifs qui se trouvent dans les accords ou dans d'autres types d'outils ou d'instruments juridiques qui permettent à l'Union européenne d'exporter son modèle en matière de droits de l'homme, par exemple. On est bien ensemble sur le 95.9 FM et en DAB+, Radio Laser. Un autre volet sur lequel je voulais vous interroger aussi, c'était tout est sujet d'actualité, hein. Les questions d'élargissement. Donc on parle l'élargissement de l'Union européenne. De l'Union européenne vis-à-vis, par exemple, des pays du Balkan, dont on parle aussi beaucoup. Là, le droit joue un rôle dans la préparation de cet élargissement, de cette adhésion. Le droit joue un rôle clé aussi. Le droit jouera un rôle du début à la fin. Et c'est-à-dire que, alors il n'y a pas que le droit, mais le droit jouera un rôle du début à la fin, dans le sens où d'abord tout le processus d'élargissement, il est régi par des règles qui sont pour certaines des règles un peu non écrites, et puis pour d'autres des règles qui sont fixées par les traités, puisque l'Union européenne elle fonctionne sur la base de règles juridiques elles-mêmes, qui sont des règles fondamentales, qui sont les traités. Et donc vous avez un article du traité, c'est l'article 49, qui prévoit en fait les dispositions, qui prévoit ce qui se passe lorsque un État veut devenir membre de l'Union européenne. Et donc il y a des conditions qui sont fixées dans les traités. Il faut être un État européen, il faut partager les valeurs sur lesquelles est fondée l'Union européenne, il faut faire une demande, il faut que cette demande soit acceptée, il faut que le Parlement soit d'accord, il faut que les États soient d'accord, il faut conclure un accord. Il y a un traité qui est conclu entre les États membres de l'Union européenne et l'État candidat. Donc tout ça, c'est extrêmement l'entrée dans l'Union européenne comme la sortie, d'ailleurs au moment du Brexit, l'entrée dans l'Union européenne comme la sortie est extrêmement encadrée par des règles juridiques.
Et puis donc ça fait partie aussi des domaines de recherche. Bien sûr, il y a des collègues qui travaillent, moi un petit peu, mais il y a d'autres collègues qui travaillent de façon plus approfondie aussi sur ce qu'on appelle le voisinage. Et parmi le voisinage, il y a les États qui sont susceptibles d'adhérer à l'Union européenne, bien sûr. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus sous l'angle juridique, justement sur les conditions, sur la capacité, parce que pour rentrer dans l'Union européenne, il faut remplir un certain nombre de conditions. J'en ai cité, il faut être européen, faut avoir une économie de marché, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un système économique qui supporte la concurrence au sein du marché de l'Union européenne. Et puis, il faut respecter les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Et puis, il faut avoir repris, et ça, c'est un enjeu, ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir repris dans sa législation. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est des milliers de règlements, de directives, de textes. Par le pays, voilà, il faut que le pays reprenne et intègre, mais pas seulement formellement, il faut aussi que ce soit mis en œuvre dans sa législation, l'ensemble des règles européennes qui ont été adoptées depuis les origines, c'est-à-dire depuis 1957. Donc ça fait beaucoup de règles à reprendre. Donc c'est pour ça que c'est très très long aussi le processus. Donc ça veut dire aussi que les chercheurs sont spécialisés en fait. De plus en plus, les chercheurs en droit européen sont spécialisés sur des thèmes, ouais. Oui. Parce que le droit européen potentiellement est extrêmement large, couvre en fait les domaines de compétences de l'Union européenne sont très très vastes. Et donc du coup, vous avez des chercheurs qui sont spécialisés en droit européen de l'environnement, en droit européen de. Alors on a parlé du numérique tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut en parler un petit peu, mais si vous voulez, c'est pas ce sont aussi des questions d'actualité. Oui, c'est pas trop mon domaine. Et complètement nouvelles, non ? Oui. Par rapport aux outils qui sont disponibles aujourd'hui. Enfin, là, il y a une rapidité d'évolution des choses sur le plan technologique. Pour le droit ou la justice, c'est quelque chose de difficile à gérer. Non, il y a deux échelles de temps qui sont complètement contradictoires. Une évolution extrêmement rapide d'un côté, et puis un processus qui est très rigoureux mais très lent en même temps de l'autre côté, non ? Alors oui, c'est sans doute vrai. Oui, c'est sans doute vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, mais c'est pas propre au numérique, mais c'est vrai que c'est un domaine qui d'un point de vue technologique, évolue très très vite. Et donc du coup, le juriste court un peu après les règles. Mais c'est pas, court un peu après la technologie pour fixer les règles. C'est vrai, c'est pas faux. Je pense que c'est pas faux. Mais du point de vue des comment dire. Ce qui est intéressant du point de vue de l'action internationale de l'Union, si je ramène ça un peu à mon domaine, ce qui est intéressant, c'est que, si je le dis un peu schématiquement, on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu au niveau international sur ces sujets-là, c'est justement la question des règles. C'est-à-dire que et là, l'Union, elle a des atouts. L'Union européenne, elle a des atouts que non. Enfin, elle est assez réactive par rapport à. C'est pas tellement une question de réaction. C'est qu'en fait, si vous voulez, au niveau international, la transition numérique. Il y a une bataille technologique, si je puis dire, que, si je le dis de manière peut-être un petit peu rapide, l'Union européenne, elle a un peu perdu la bataille technologique. C'est-à-dire, c'est pas elle qui va inventer les grandes révolutions technologiques. En revanche, il y a une bataille au niveau international. Il y a une bataille qui est la bataille des normes. C'est-à-dire, qui fixe au niveau international les normes sur lesquelles tout le monde va s'ajuster. Et là, l'Union européenne, elle a des outils. Elle a des atouts plutôt que des outils. C'est-à-dire que parce que l'Union européenne, c'est une machine à faire des normes. Et son rôle, elle a été créée pour ça. C'est-à-dire qu'elle a été créée, entre autres choses. C'est pas que ça, évidemment. C'est aussi un projet politique, c'est un projet de paix sur le continent européen depuis 60 ans, etc. Ou 70 ans. Mais c'est quand même, au quotidien, c'est quand même une machine qui est extrêmement efficace pour produire du droit, pour produire des règles juridiques. Et ça, au niveau international, l'Union européenne, elle est peut-être en train de gagner cette bataille-là. C'est-à-dire qu'elle fixe des règles. Et si vous prenez par exemple une règle que tout le monde connaît, qui est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est assez connu, dont on a beaucoup parlé, et ben en fait, on s'aperçoit que la plupart des grandes compagnies internationales, même parfois des États, se sont alignés sur les règles qui avaient été fixées par l'Union européenne. Parce qu'en fait c'était dans leur intérêt et parce que l'Union européenne c'est une des premières, c'est un énorme marché, c'est la première économie du monde, enfin une des premières économies du monde.
à l'échelle des 27. Et donc du coup, il y a elle a une force de présence sur la scène internationale aussi, qui va lui permettre dans les instances internationales de participer à l'élaboration des règles internationales. Notamment, il y a des conventions qui sont en train d'être négociées au niveau international, au niveau du Conseil de l'Europe aussi sur l'intelligence artificielle, pour régir ces règles-là. Et donc là où un des gros enjeux au niveau international et pour lequel l'Union européenne a des atouts à faire valoir, c'est la concurrence entre les normes applicables. Mmh. Et ça, c'est un enjeu. Cet enjeu, il a existé aussi au niveau environnemental, par exemple. Donc ça, c'est un enjeu important du numérique. Et là, l'Union européenne, elle est plutôt réactive puisqu'elle s'est dotée d'actes dont on a entendu parler, le Digital Market Act, le Digital Service Act, qui sont des règles qui sont des règles internes qui visent à faire fonctionner le marché du numérique au sein de l'Union européenne, mais qui en réalité vont avoir ou peuvent éventuellement avoir une portée qui va dépasser, parce que il y a la logique un peu d'exportation d'un modèle de la part de l'Union européenne. Alors, j'ai envie de vous poser 2 questions. Il nous reste 5-6 minutes. Ouais. Une qui va être perturbante, c'est sûr. Est-ce que le droit va être impacté par l'intelligence artificielle ? Parce que l'intelligence artificielle, actuellement, on a parlé des juges qui qui dans leur jugement seraient déjà écrits par le fait même qu'il y a eu des cas avant qui sont très proches, et donc la sentence est prononcée avant d'examiner le dossier. Mais je veux dire, en dehors de cas de ce genre, est-ce que le droit va être impacté aussi par l'intelligence artificielle de manière beaucoup plus générale ou pas ? Ou vous sentez que non ? Vous m'emmenez sur des terrains qui sont pas du tout les miens. Du coup, je suis pas forcément très à l'aise pour vous répondre. Mais on parle pas de... Non, mais toute la société bien sûr, s'interroge. Je peux vous faire une réponse. Les traducteurs sont... Ce que je veux dire, c'est que je peux vous faire une réponse banale, simple, quoi. Mais je veux dire que vous ferez n'importe qui, mais pas une réponse de spécialiste. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, sur la justice prédictive ou sur des choses comme ça. Oui, voilà. Moi, oui, bien sûr que l'intelligence artificielle, je pense, va impacter ou impactera le droit comme elle impacte la plupart des activités humaines. Le droit est une activité humaine, donc oui, bien sûr. Après... Il n'y a pas d'inquiétude particulière qui se manifeste, comme on le voit chez les traducteurs, par exemple, qui ont le sentiment d'être trahis complètement. Donc, non, il n'y a pas ce genre de sentiment dans le... disons qu'il peut y avoir sans doute Si, bien sûr que l'intelligence artificielle sera sans doute en mesure. Je pense qu'aujourd'hui, si vous demandez à ChatGPT de vous rédiger un contrat, il vous rédigera le contrat mieux qu'un juriste. Bien sûr, ou aussi bien qu'un juriste. Donc, bien sûr qu'il y a ça. Après... sur les contentieux, je pense que le contentieux par nature, par définition, c'est toujours une affaire, c'est toujours un cas individuel. Et donc, j'ai du mal à imaginer que les juges qu'on remplace les juges par des robots. Je le vois pas bien. On va garder un peu d'espoir. Je pense que qu'il y a quand même toujours à un moment donné une dimension tellement individuelle et personnelle dans une décision qui est décision individuelle qui vous est adressée, que j'ai du mal à imaginer que tout soit, enfin j'espère pas en tout cas. J'aimerais pas vivre dans une société où tout est robotisé. Mais je peux vous comprendre. Mais après, par contre, que ça vienne révolutionner la pratique, certaines pratiques juridiques, c'est possible, oui. Mais comme en médecine, enfin voilà. Oui, non, mais tous les secteurs peuvent être concernés. Voilà. Potentiellement. Ça peut venir révolutionner des pratiques. Mais est-ce qu'au final, ça fera Dites-moi. Que la relation patient-médecin n'existera plus? Je crois pas. Il faut espérer que non. Non, il faut espérer que non. Donc c'est peut-être un peu pareil. Je sais pas. Un dernier point, mais alors là, très rapide, sur les métiers. Parce qu'on n'a pas évoqué. Alors évidemment, des gens comme moi imaginent tout de suite des métiers comme avocat, que ce soit avocat d'affaires, avocat pénal ou des métiers comme juge. Mais il y a beaucoup d'autres choses, je suppose, sur quoi peut déboucher le droit. Donc en quelques mots, il reste 2-3 minutes. Quand on fait des études de droit, on sort pas forcément avec un métier en poche. C'est-à-dire que on sort avec des compétences qu'on a acquises au fil de ses études et puis au fil de sa spécialisation.
Donc après, certains étudiants choisissent de passer les concours qui sont effectivement les concours des métiers juridiques ou judiciaires pour être magistrat, administratif ou judiciaire, pour être avocat, pour être notaire, pour être voilà, qui sont les principaux. Mais on peut aussi certains d'autres étudiants choisissent d'aller travailler dans le secteur privé ou passer des concours administratifs dans beaucoup d'administrations. Il y a des juristes qui après n'ont pas forcément un métier où ils ne font que du droit. D'ailleurs, ils font beaucoup d'autres choses, mais ils ont le droit, c'est une école de la rigueur, c'est une école de la concentration, c'est une capacité de rédaction aussi, parce qu'on écrit beaucoup, l'étudiant juriste écrit beaucoup. Et il apprend à écrire, à rédiger. Donc tout ça, c'est des qualités qui sont appréciées par les recruteurs. Et donc vous avez des juristes en fait dans les services juridiques des entreprises, dans les services RH, dans des entreprises aussi, dans les associations, dans les voilà, qui font du droit, mais qui font aussi parfois d'autres choses que du droit et qui s'épanouissent tout autant d'ailleurs. Hein. Le droit, c'est des compétences, c'est une base pour démarrer une vie professionnelle, mais on peut faire plein de choses avec le droit. Bon, alors je crois que ça peut être quasiment le mot de la fin. Je crois qu'on aura compris que le droit est dans notre vie beaucoup plus profondément que ce que je pouvais imaginer. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous, merci de l'invitation. C'est une belle émission sur le droit. Nous allons avoir des élections, je crois, pour la France, c'est le 9... Pour toute l'Europe, c'est le 9 juin. Le 8 et 9 juin pour toute l'Union européenne. Et que notre avenir, c'est le droit, mais c'est aussi l'Europe. Donc merci beaucoup à vous et puis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.